Le corps de la souris est couvert de poils et divisé en 3 régions: la tête, le tronc et la queue. La tête porte la bouche et les organes sensoriels pairs: les narines externes, les yeux, les oreilles et les vibrisses. La bouche, ventrale et triangulaire, est limitée par 2 lèvres. Elle laisse apparaître 2 paires d'incisives allongées, à croissance continue, caractéristiques d'un régime alimentaire rongeur. Les yeux sont protégés par 2 paupières mobiles. Chez la souris blanche, l'iris est dépigmenté et sa coloration rouge est due au vaisseau sanguin profond. 2 replis cutanés, les pavillons auriculaires, entourent les conduits auditifs externes. Ils sont renforcés à leur base par une lame de cartilage. Des poils tactiles, les vibrisses, sont présents sur la tête. Comme chez tous les mammifères, les vibrisses sont distribués en 4 groupes répartis autour de la bouche, sur la gorge et au-dessus des yeux. Le tronc porte latéralement 2 paires de membres. Les membres sont de type chiridien pentadactyle et sont divisés en 3 segments. Le membre antérieur est composé par le bras, l'avant-bras et la main. Le membre postérieur par la cuisse, la jambe et le pied. La main possède 5 doigts, dont seulement 4 sont développés et munis de griffes. Le pied possède 5 doigts bien développés, se terminant par des griffes. La totalité du pied est en contact avec le sol. La souris est un animal plantigrade. Mains et pieds portent des coussinets à l'extrémité des doigts et des callosités palmaires et plantaires. Sur la face ventrale du tronc de la femelle sont présentes 5 paires de mamelles, divisées en 2 groupes, répartis dans la région pectorale et pelvienne. Chez le mâle, les mamelles sont atrophiées et peu visibles. À la base du tronc, en position ventrale, on trouve les ouvertures du tube digestif et des appareils urinaires et génitales. L'orifice anal est visible postérieurement dans les 2 sexes. Chez le mâle, cet orifice est caché par un sac cutané, le scrotum. La disposition des orifices urinaires et génitales différencie le mâle de la femelle. Chez la femelle, le vagin s'ouvre en avant de l'anus au niveau de la vulve. Un périnée sépare l'anus de la vulve. L'urètre s'ouvre en avant du vagin à l'extrémité d'une papille urinaire. Les voies urinaires et génitales sont donc complètement séparées chez la femelle. Chez le mâle, les orifices génital et urinaires sont confondus à l'extrémité d'un pénis logé dans un repli cutané, le prépuce. L'orifice prépucial permet la saillie du pénis en érection pendant l'accouplement. Un large périnée recouvert par le scrotum sépare l'anus de l'orifice prépucial. La queue a la même longueur que le reste du corps. Elle est couverte d'écailles cornées épidermiques, disposées en anneaux, entre lesquels sont présents des poils courts. L'observation des organes en place nécessite l'ouverture de la souris sur le plan ventral. Il faut allonger la souris sur le dos, puis étirer les membres perpendiculairement à l'axe du corps et les fixer avec des épingles dans les mains et les pieds. Il est nécessaire de repérer chez le mâle l'orifice prépucial et chez la femelle l'orifice urinaire. La peau est incisée avec des ciseaux fins, 2 ou 3 mm au-dessus de l'orifice.
À partir de cette ouverture, il faut continuer l'incision sur le plan médio-ventral jusqu'au menton. Deux incisions transversales aux précédentes sont pratiquées au niveau des membres postérieurs et antérieurs. La peau est séparée de la couche musculaire sous-jacente et épinglée sur les côtés. À ce stade de la dissection, à la base de la tête, est visible une partie des glandes salivaires. Situées à côté des glandes salivaires, les principaux muscles masticateurs, les digastriques et les masséters, permettent l'ouverture et la fermeture de la bouche. Au niveau du tronc, on distingue deux régions, le thorax et l'abdomen. La mise en évidence des organes en place dans la cavité abdominale nécessite son ouverture. Il faut soulever les muscles abdominaux et les inciser jusqu'à la base du thorax. Deux incisions transversales à ce niveau complètent l'ouverture de la cavité abdominale. Les volets musculaires sont épinglés sur les côtés. Sont maintenant visibles le foie et une partie de l'intestin. Dans sa partie supérieure, la cavité abdominale est séparée de la cavité thoracique par un muscle très développé, le diaphragme. Dans sa partie ventrale, le diaphragme suit l'arc costal. La cage thoracique est délimitée dorsalement par la colonne vertébrale, latéralement par les côtes et ventralement par le sternum. L'ouverture du thorax permet l'observation des organes présents dans la cavité thoracique. Une sonde cannelée est introduite sous le sternum et glissée vers la tête jusqu'à sa sortie au niveau du cou. Le sternum est sectionné à l'aide de ciseaux en suivant la sonde cannelée. Les deux moitiés de la cage thoracique, maintenant libérées, s'écartent sous l'action des muscles pectoraux. Le diaphragme est découpé à sa périphérie en suivant l'arc costal et les volets des côtes sont retirés. Sont maintenant visibles les poumons, le cœur et le thymus. Le thymus est un organe immunitaire impliqué dans la maturation des lymphocytes T. L'appareil respiratoire comprend le larynx, la trachée et les poumons. Pour mettre en évidence le larynx et la trachée, il faut écarter les glandes salivaires, les muscles du cou et retirer les deux lobes du thymus. Sont maintenant visibles le larynx et la trachée, renforcés par une série d'anneaux cartilagineux. Le poumon droit est divisé en 4 lobes.
Le poumon gauche est constitué d'un seul lobe de grande taille. À la base du larynx est visible la thyroïde, une glande endocrine qui ne fait pas partie de l'appareil respiratoire. Au cours de la respiration, l'air entre par la bouche et les narines, passe par le pharynx, le larynx et pénètre dans la trachée. Il suit ensuite les ramifications des bronches et des bronchioles pour arriver dans les alvéoles pulmonaires, au niveau desquels aura lieu l'échange gazeux. Les alvéoles sont entourées par des capillaires veineux et artériels qui assurent le transport du sang. L'air expiré suivra le chemin inverse. Chez les mammifères, la respiration s'effectue grâce à la variation du volume de la cavité thoracique. Lors de l'inspiration, la cage thoracique se dilate grâce à la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux. La pression de l'air dans les poumons devient inférieure à la pression atmosphérique et l'air s'engouffre dans les poumons. L'expiration se produit lorsque les muscles intercostaux et le diaphragme se relâchent, ramenant ainsi la cavité thoracique au volume initial. L'appareil circulatoire de la souris est fermé et divisé en deux parties. La petite circulation, entre le cœur et les poumons, et la grande circulation, entre le cœur et les autres organes de l'animal. Le cœur est complètement cloisonné et divisé en cœur droit et gauche. Chaque partie comprend une oreillette et un ventricule. Le ventricule gauche est plus développé que le droit. La circulation du sang est assurée par les contractions alternées des oreillettes et des ventricules. Le sang chargé en dioxyde de carbone, provenant de la tête et des autres régions du corps, rejoint les veines caves qui se jettent dans l'oreillette droite. La contraction de l'oreillette permet le passage du sang dans le ventricule droit. Le sang quitte ce ventricule par les artères pulmonaires et il est envoyé aux poumons pour l'oxygénation. Le sang chargé en oxygène quitte les poumons par les veines pulmonaires et rejoint le cœur au niveau de l'oreillette gauche. Il passe ensuite dans le ventricule gauche qui l'envoie dans la crosse aortique. Cette dernière se prolonge dans l'aorte, d'où partent des artères qui se dirigent vers la tête, les membres antérieurs et le reste de la grande circulation. L'appareil digestif de la souris est formé par un tube digestif complet, qui va de la bouche à l'anus, et par des glandes annexes. Le tube digestif est divisé en 4 régions: l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. L'œsophage est un tube simple qui part de la bouche, traverse le cou, la région thoracique et le diaphragme pour rejoindre l'estomac. Pour mettre en évidence l'œsophage, il faut déplacer l'appareil cardio-respiratoire qui le recouvre partiellement. Pour cela, il est nécessaire de couper des vaisseaux sanguins. La veine cave est coupée au niveau du diaphragme. La crosse aortique est sectionnée ainsi que les vaisseaux et les tissus conjonctifs qui adhèrent à la trachée et à l'appareil cardio-respiratoire. Il faut déchirer ces tissus à l'aide de pinces en remontant le long de l'œsophage,
tout en maintenant écartés vers la gauche le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons sont épinglés. L'œsophage est maintenant visible dans toute sa longueur. Au niveau de sa portion abdominale, il rejoint l'estomac. La troisième partie du tube digestif, l'intestin, est limitée à la région abdominale et elle est divisée en intestin grêle et gros intestin. Pour observer ces régions, il faut dérouler le tube digestif en remontant progressivement du rectum vers l'estomac. Les mésentères qui relient les anses et les plis de l'intestin sont déchirés délicatement en tirant sur le tube digestif. L'intestin déroulé est épinglé sur le côté de l'animal. L'intestin grêle est divisé en 3 régions. Le duodénum, la plus antérieure, le jéjunum médian et l'iléon postérieur. Le gros intestin est plus court et comprend aussi 3 régions. Il commence par une poche en cul-de-sac, le cæcum, il continue avec le côlon et se termine par le rectum qui débouche à l'anus. Le rectum est facilement reconnaissable par la présence de petites crottes en chapelet à l'intérieur. Le tube digestif porte aussi des glandes annexes. Les glandes salivaires, visibles dans la région du cou, le foie et le pancréas. Le foie est divisé en 4 lobes. Associé au foie, entre les lobes médians qu'il faut soulever et écarter, est visible la vésicule biliaire. Le canal cholédoque amène jusqu'au duodénum l'ensemble des sécrétions hépatiques. La deuxième glande annexe, le pancréas, d'un aspect plumeux, est localisée postérieurement à l'estomac. Dans la cavité abdominale est aussi présente la rate, un organe immunitaire qui ne fait pas partie de l'appareil digestif. L'observation de l'appareil urinaire, qui se trouve dans la cavité abdominale, nécessite la dissection du tube digestif. Cet appareil urinaire est composé de 2 reins et des voies urinaires. Les reins produisent l'urine qui sera excrétée à travers les uretères, la vessie et l'urètre. Dans les 2 sexes, l'appareil urinaire est identique jusqu'à la vessie. Les reins sont 2 organes de couleur brune, en forme de haricot, placés sur la face dorsale de la cavité abdominale. Sur la partie antérieure des reins sont visibles les capsules surrénales, entourées d'une masse adipeuse. Ces 2 glandes à rôle endocrine ne font pas partie de l'appareil excréteur. De la partie concave des reins partent les uretères, 2 conduits qui transportent l'urine jusqu'à la vessie urinaire. La vessie est un sac sphérique placé derrière la paroi abdominale qui sert pour le stockage temporaire de l'urine. L'urine est éliminée par l'urètre, un canal à fonction uniquement urinaire chez la femelle. Chez le mâle, l'urètre a une fonction urinogénitale. Il chemine au centre du pénis et sert également pour l'émission du sperme. L'ouverture de la symphyse pubienne permet d'observer l'urètre. La symphyse, située sous la vessie urinaire,
constitue la soudure des deux demi-bassins au niveau du pubis. Après avoir sectionné la symphyse pubienne à l'aide des ciseaux, les deux moitiés du bassin sont écartées. Cette dissection permet d'observer le parcours de l'urètre qui se termine au niveau de la papille urinaire chez la femelle. Dans les deux sexes, l'observation de l'appareil génital, qui est localisé dans la cavité abdominale, nécessite le déroulement de l'intestin et la section de la symphyse pubienne. L'appareil génital femelle est constitué de deux gonades, les ovaires, deux oviductes, l'utérus, le vagin et des glandes annexes. Les ovaires sont deux petites masses ovoïdes de couleur rosée, recouvertes par du tissu adipeux et situées au bord postérieur des reins. En face de l'ovaire, l'oviducte, court et contourné, débute par un pavillon qui collecte les ovocytes. Les oviductes rejoignent l'utérus au niveau de deux cornes qui fusionnent en un corps utérin. La partie basale de l'utérus, le col, communique avec le conduit vaginal qui s'ouvre à l'extérieur au niveau de la vulve. Le corps utérin et le vagin sont en partie cachés par la vessie et l'urètre de l'appareil urinaire. À la base du vagin sont visibles deux glandes clitoridiennes qui débouchent directement à l'extérieur. L'appareil génital mâle est constitué de deux gonades, les testicules, deux spermiductes, le pénis, des muscles et une série de glandes annexes. Chez la souris vivante, les testicules sont deux masses ovoïdes en position intra-abdominale. Ils descendent dans un sac cutané, le scrotum, pendant l'accouplement et après la mort de l'animal. Pour les observer, il faut les extraire du scrotum en tirant sur le tissu adipeux blanchâtre qui les coiffe. Il faut rabattre et fixer les volets du scrotum, puis tirer et épingler sur les côtés les masses adipeuses des testicules. Des ligaments suspenseurs contribuent à tenir en place les testicules dans la cavité abdominale. De chaque testicule part un tube contourné, l'épididyme, qui collecte les spermatozoïdes et les conduit dans le spermiducte ou canal déférent. L'observation de l'appareil génital dans sa totalité nécessite l'ouverture de la symphyse pubienne. Les spermiductes débouchent à la base de l'urètre, qui est situé au centre du pénis. Chez le mâle, ce conduit est commun aux appareils urinaires et génitals. Deux masses musculaires sont visibles à la base du pénis. Les muscles ischio-caverneux, impliqués dans l'érection, et les muscles bulbo-caverneux, qui participent à l'émission de l'urine. L'appareil génital mâle comprend des glandes annexes qui participent à la fabrication du sperme, les vésicules séminales, les prostates et les glandes de Cooper. Les vésicules séminales, en forme de corne de bélier, sont localisées à la base de la vessie. Les prostates sont trois paires de glandes accessoires nécessaires à la coagulation du liquide séminal. La paire la plus développée, la glande coagulante, est située dans la concavité des vésicules séminales.
Les deux autres paires, prostate ventrale et dorsale, se trouvent à la base de la vessie. La section des muscles ischio-caverneux permet l'observation des glandes de Cooper qui produisent des sécrétions facilitant l'accouplement. Les glandes prépuciales sont des glandes accessoires situées entre les muscles abdominaux et la peau. Ces glandes cutanées ne participent pas à la fabrication du sperme et correspondent aux glandes clitoridiennes de la femelle. Les glandes prépuciales sécrètent des phéromones et jouent un rôle lubrificateur lors de l'accouplement.